Je suis juste encore en train d'attendre un feedback des délégués de classe au sujet des séances d'exercice du samedi et de la possibilité d'en faire un certain nombre en ligne. Donc je sais pas si les personnes concernées ont eu le temps de terminer ce petit sondage. Mais en tout cas, je les attends, j'attends la réponse et puis on va aviser assez rapidement. Alors aujourd'hui, pendant cette heure, on va terminer ce qui concerne le chapitre sur l'énergie. Et je voulais juste revenir sur un point. C'est quelque chose que vous avez vu dans la séance d'exercice de la semaine dernière. Je voulais vous dire simplement qu'on avait vu que la variation de l'énergie mécanique, elle est égale soit à 0, s'il n'y a que des forces conservatives, soit elle est égale à la variation ou travail des forces qui sont non conservatives, dans le cas où il y a des forces qui sont comme ceci, mais en plus de ça, dans le cas où ces forces non conservatives, elles travaillent. Donc typiquement, et on va voir un ou deux exemples aujourd'hui, des forces qui sont non conservatives, ça peut être par exemple une force de soutien, la force de soutien qui est exercée par la table sur ce pointeur laser, c'est une force qui est non conservative, mais si le pointeur se déplace dans la direction horizontale, eh bien la force ne travaille pas et donc elle ne fait pas varier l'énergie mécanique. Ça, c'est une chose qui est importante. On avait vu aussi l'analogie entre le potentiel et puis une glissière. Donc voyez que on a ici une bille, c'est exactement la même expérience que celle que j'avais déjà faite. On a une bille qui est sur une glissière. Cette glissière, elle a un certain profil. Et vous voyez que si je lâche la bille depuis un certain endroit, eh bien, à cet endroit, la bille, elle a une certaine énergie mécanique. Son énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle par rapport à la table, et une énergie cinétique qui est égale à 0. On a deux forces qui agissent sur la bille, la force de pesanteur qui est conservative, elle dérive d'un potentiel, et la force de soutien qui est exercée par la glissière sur la bille. Et cette force de soutien, elle est perpendiculaire à la glissière, et donc elle ne travaille pas. Et donc, dans cette situation, si on peut faire abstraction des forces de frottement, eh bien, on a un système pour lequel l'énergie mécanique elle est conservée. Et voyez que le cas que je représente ici, avec une énergie mécanique qui est plus petite que la bosse que nous avons dans l'énergie cinétique, c'est le cas qui est ici. Vous voyez qu'on a un mouvement dans lequel l'extension spatiale de la position de la bille, elle est limitée par deux positions. C'est exactement ce qu'on avait là. Par contre, si on donne une énergie mécanique suffisante à la bille et que je la fais partir depuis un endroit un petit peu plus haut, eh bien, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'elle va avancer le long de X, son énergie potentiel qui va baisser très vite va se transformer en énergie cinétique jusqu'au point où ici, eh bien, on aura un maximum d'énergie potentielle, mais on aura toujours un petit peu d'énergie cinétique. Et donc la vitesse de la bille sera toujours dirigée vers la droite et la bille sera capable de passer cette bosse, de passer cette concavité. J'ai retenu la leçon. Et vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. Donc si la bille part depuis suffisamment haut, vous voyez que je dois la faire partir depuis un tout petit peu plus haut que cette hauteur. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce qu'il y a des frottements et parce que la bille, elle roule aussi. Il faudrait en tenir compte. Si je la fais partir depuis là, eh bien, la bille, elle passe le puits de potentiel. Si je la fais partir depuis plus bas, elle passe aussi. Donc on était juste dans la situation où on avait une énergie mécanique qui était à peu près à cette valeur. La bille est arrivée tout en haut, elle avait presque plus de vitesse, mais juste assez pour pouvoir quand même passer. Voilà. Et
donc, ce qu'on avait vu ensuite, c'était que cette image que vous avez, là, c'est vraiment le potentiel. Et on s'est posé la question de savoir où est-ce qu'on va trouver des points d'équilibre. Les points d'équilibre, c'est ceux qui sont déterminés par deux conditions, que la vitesse est égale à 0 et que la somme des forces est égale à 0 aussi, donc l'accélération est égale à 0. Et vous voyez que comme l'accélération peut s'écrire comme la dérivée du potentiel, si on a des forces conservatives, hein, je le rappelle, eh bien, il suffit de trouver les endroits où le gradient du potentiel ou la dérivée du potentiel est égale à 0 pour trouver les points d'équilibre. Et ici, on en a 3 qui sont juste là, et il faut encore qu'on étudie la stabilité par rapport à ces points d'équilibre. Donc vous vous rendez bien compte que ce point d'équilibre va être stable. On se rend compte aussi que ce point d'équilibre va être instable. C'est ce qu'on a vu en regardant la forme de la force, la direction de la force, si on applique une petite variation par rapport à un point d'équilibre, donc en supposant qu'on a un système qui est à l'équilibre, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on lui applique une petite perturbation et on regarde la direction de la force. Et vous voyez que dans le cas où on a une fonction dont la dérivée seconde est positive, eh bien, lorsque la bille s'écarte de sa position d'équilibre, elle subit une force qui va comme la dérivée du potentiel, comme moins la dérivée du potentiel, pardon. La dérivée du potentiel ici, elle est négative, ce qui veut dire que la force est positive, donc la force ramène la bille vers sa position d'équilibre. Et on fait la même chose dans l'autre cas, pour se rendre compte que finalement, si on a une fonction dont la dérivée seconde est positive, eh bien, on a un équilibre qui est stable. Même chose pour l'autre cas, donc le cas où on a une fonction dont la dérivée seconde est négative. Une analyse sur le signe de la force lorsqu'on perturbe la position de la bille par rapport à sa position d'équilibre nous permet de nous rendre compte que si la bille part d'un côté ou de l'autre, elle va subir une force qui va l'éloigner de sa position d'équilibre. Et là, on en conclut qu'on a un équilibre instable. C'est le cas où la dérivée seconde du potentiel est plus petite que 0 au point d'équilibre. Alors on peut même encore aller plus loin, et c'est ce que je vais faire là maintenant, avant de faire un ou deux exemples. On peut aussi étudier le mouvement que l'on aura autour du point d'équilibre si on le perturbe. Alors, là aussi, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, je vais vous mettre sur la piste en disant, voilà, si je prends ma bille, que je modifie sa position d'équilibre et que je vais étudier le mouvement, vous voyez que si on fait abstraction des frottements que nous avons, eh bien, on a un mouvement qui est oscillatoire autour de la position d'équilibre. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est calculer on va calculer la pulsation de ce mouvement en fonction de la forme du potentiel et en fonction de la seconde dérivée de la forme. Alors vous voyez que, si vous vous rappelez, au début de l'année, on a défini ce que c'était qu'un développement limité d'une fonction. C'est quelque chose qui nous permet d'approximer une fonction par une grandeur polynomiale. C'est ce qu'on appelle un développement limité. Et vous voyez que pour le potentiel que je veux développer autour d'un certain point x0, point d'équilibre, je vais pouvoir écrire la fonction en bleu, qui est mon vrai potentiel, comme la valeur prise au point d'équilibre, plus la dérivée estimée au point d'équilibre, multipliée par la variation par rapport au point d'équilibre. Ça, c'est le développement limité. Mais vous voyez que dans notre cas, on est un petit peu embêté parce que si je m'arrête ici au premier terme de ce développement limité, eh bien, vous voyez que j'essaie de faire un développement autour d'un point auquel la dérivée est égale à 0. Et donc, si je ne tenais pas compte de ce terme, si je m'arrêtais ici, eh bien, je trouverais que le développement de V autour du point x0, ce serait quelque chose qui aurait cette forme-là. Et donc, je ne décrirai pas vraiment le potentiel. C'est pour ça que dans ce cas particulier, et si je me rappelle bien, c'est le seul qu'on a dans ce cours, eh bien, on va aller un terme
on va aller jusqu'à un terme supérieur, on va aller jusqu'au terme du deuxième degré. Et ce terme du deuxième degré, si vous vous rappelez la formule, eh bien, il s'écrit comme 1/2 fois la variation de la position d'équilibre au carré, et vous voyez que c'est pour ça qu'on a ce terme ici, multiplié par la dérivée seconde de la fonction estimée au point qui nous intéresse. Et là, comme je l'avais fait avant, eh bien, on aurait des termes d'ordre 3 en x moins x0. Donc vous voyez que ce terme-là, je vais simplement pouvoir je ne vais pas pouvoir le négliger, c'est un terme qui est égal à 0, et c'est pour ça que je vais approximer le potentiel par sa valeur au point d'équilibre, je arrive tout de suite, plus 1/2 x moins x0 fois cette constante qui est la dérivée seconde du potentiel estimé au point x0. Oui. Si on était à plusieurs dimensions, comment on ferait pour exprimer le développement en vitesse du gradient et que la dérivée soit pas la même? Alors là, je le fais à une dimension, mais si on était à plusieurs dimensions, ça dépendrait dans quelle direction vous allez. En fait, ce développement de fonction, il vous permet de vous dire, voilà, si je suis à un certain endroit et que je veux me déplacer dans une certaine direction, eh bien, voici je vais devoir tenir compte de ces dérivées. Si maintenant on était à 2 dimensions, vous compliquez quand même un petit peu la vie, hein, eh bien, je devrais alors je vais peut-être vous faire un petit dessin. Imaginez que vous avez une fonction qui dépend de x et y. Cette fonction, je trace des courbes de niveau. Et puis, je suis à un point d'équilibre et je me dis comment est-ce que la fonction va évoluer si je me déplace dans une certaine direction. Si je me déplace par exemple dans cette direction. D'accord ? Alors, se déplacer dans cette direction, ça veut dire se déplacer dans cette direction, puis se déplacer dans cette direction. Et vous voyez que la formule que j'ai écrite ici à une dimension, je vais devoir l'écrire à 2 dimensions, et je vais devoir tenir compte de la variation de la fonction si je me déplace horizontalement, en utilisant la dérivée partielle de la fonction par rapport à x, d'accord ? Et puis, en utilisant ensuite de ça la dérivée partielle de la fonction par rapport à y. Mais si je ne me trompe pas, ça on ne le verra pas du tout. D'accord ? Voilà, je reviens à mes moutons, et donc ce que j'ai fait en écrivant cette formule, c'est que vous voyez qu'on a ici une formule qui est du type si v de x je l'appelle y, que j'appelle v de x0, je l'appelle a, et puis 1/2 d carré v sur dx carré, je l'appelle b. Vous voyez que je peux réécrire cette fonction à peu près de la forme de cette forme-là. Et qu'est-ce que vous reconnaissez ? Vous reconnaissez simplement une parabole ici, d'accord ? Ça, c'est une courbe du second degré. C'est quelque chose qui a la forme d'une parabole. Et donc, vous voyez que ce que j'ai fait, c'est simplement approximer la courbe bleue autour de ce point par une parabole. OK ? Alors maintenant, on a approximé la fonction v. Comment est-ce qu'on va approximer la fonction, la force ? Oui ? J'ai pas compris. Le deuxième terme, après on a v0 plus... Ah, pourquoi ce terme est nul ? C'est parce que la dérivée du potentiel, donc la dérivée de v par rapport à x au point x0, elle est égale à 0. Vous voyez qu'on regarde ce qui se passe autour de ce point-là. Ce point-là, il est caractérisé par le fait que la dérivée de la fonction bleue par rapport à x, elle est égale à 0. Vous voyez qu'on a un minimum là. D'accord ? Donc ça veut dire que ce terme, il est égal à 0. La dérivée seconde, non, elle n'est pas nulle. Parce qu'on a une fonction qui est convexe. Oui, voilà, merci. Et donc, si elle est convexe, ça veut dire que sa dérivée seconde n'est pas nulle. OK ? Donc alors, on a approximé la fonction. Maintenant, on va approximer la force. La force, elle va comme moins le gradient du potentiel.
Et donc, vous voyez qu'à partir de cette fonction-là, si je veux approximer le gradient de potentiel autour du point d'équilibre, eh bien, vous voyez que j'ai qu'à dériver toute cette fonction par rapport à x. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Ici, ça va me donner la dérivée de x par rapport de v par rapport à x. Et puis, vous voyez que ce terme-là va me redonner 0. Et ici, en dérivant, j'obtiendrai un 2x moins x0 fois une demi fois cette grandeur. Et cette grandeur, je vous rappelle, c'est une constante. Donc, je la garde. Et c'est pour ça que je peux approximer maintenant le gradient du potentiel autour de ce point comme cette fonction qui est maintenant linéaire en x moins x0. Et si je vous dis que cette fonction est linéaire en x moins x0, ça vous met peut-être sur la voie. Pourquoi? Parce que vous voyez que si maintenant je réécris l'équation de Newton du point qui est à l'équilibre et dont la position varie légèrement par rapport à l'équilibre, donc si j'écris son équation de Newton, ce sera m fois la dérivée seconde de la position par rapport au temps est égal à la force. Mais vous voyez que ce terme x, là, je peux très bien le remplacer par x moins x0. Je peux très bien le remplacer par la variation de la position par rapport à la position d'équilibre. Pourquoi? Parce que si je dérive tout ça par rapport, deux fois par rapport au temps, bien vous voyez que la dérivée première et la dérivée seconde de ce x0, comme c'est des constantes, elles seront égales à 0. Et donc je peux écrire que la dérivée seconde de la position, de la variation de la position par rapport à la position d'équilibre, c'est égal à la force. La force, on vient de l'estimer comme ceci. Et donc je vais juste devoir mettre un signe moins. Et donc vous voyez que je peux écrire que l'approximation du mouvement autour de la position d'équilibre, ce sera m fois d carré x moins x0 sur dt carré est égal à moins x moins x0 fois cette grandeur. Alors là aussi, si vous avez l'œil, si vous êtes un petit peu exercé, vous devez reconnaître cette fonction et cette équation, et vous devez tout de suite identifier que vous avez m fois la dérivée seconde d'une quantité, c'est moins cette quantité fois une constante, positive en l'occurrence. Et donc, vous voyez que ce que je peux faire aussi pour vous mettre encore sur la voie, c'est passer le m de l'autre côté et définir que cette grandeur, cette constante, divisée par m, je l'appelle oméga 0 carré. Et vous voyez que je peux réécrire mon équation comme d carré de la variation de la position par rapport au temps, la dérivée seconde de la position par rapport au temps, c'est égal à moins oméga 0 carré multiplié par la variation de la position. Et ça, c'est l'équation de l'oscillateur harmonique qu'on retrouve encore une fois. Et qu'est-ce qu'on en tire? On en tire simplement que le mouvement de notre point matériel autour de son point d'équilibre, ce sera un mouvement oscillatoire avec une pulsation qui dépendra d'une part de la masse de notre point matériel, mais aussi de la dérivée seconde du potentiel estimé à ce point-là. Et donc, quand je vous donnerai des problèmes dans lesquels on devra trouver des points d'équilibre et que je vous dirai trouver la période d'oscillation autour de ces points d'équilibre s'ils sont d'équilibre stable, eh bien, une manière de faire, ce sera d'identifier si vous avez un système qui est conservatif, et s'il l'est, eh bien, il vous suffira de calculer la dérivée seconde du potentiel en ce point-là pour trouver tout de suite la pulsation de votre système. Oui? Là, je ne comprends pas d'où vient le moins quand on égalise la force. Quand on égalise quoi? Vous dites celui-là? Oui. C'est la définition de la force, d'une force conservative. Si on a une force qui dérive d'un potentiel, on dit elle va aller comme moins la dérivée de ce potentiel. Et pourquoi est-ce qu'on avait défini un moins? Vous voyez que si je définissais V avec un autre signe, eh bien j'aurais F est égal à plus grade V, ça marcherait aussi. Mais ce qui est très pratique avec cette définition de la force, c'est que la grandeur qui est conservée, l'énergie mécanique, elle s'écrit comme l'énergie cinétique plus
l'énergie potentielle. Alors que si j'avais décidé, j'aurais eu totalement le droit de le faire, mais si j'avais décidé que la force, elle va comme plus le gradient de V, donc j'aurais changé le signe de V, et à ce moment-là, la grandeur qui serait conservée, l'énergie mécanique, j'aurais dû la définir comme l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Et ça, c'est un petit peu moins élégant, c'est un petit peu moins intuitif. Voilà, j'ai déjà pris pas mal de retard, c'est bien. J'aimerais maintenant illustrer de manière simple qu'on peut résoudre des problèmes soit par la méthode de Newton, soit par la méthode de l'énergie. Et on va le faire avec un cas qui est à peu près le plus simple, c'est celui du pendule. Vous voyez que ici on prend un pendule mathématique, donc c'est une masse qui est relié à un point par un fil qui n'est pas pesant, et on utilise les coordonnées, on va utiliser les coordonnées cylindriques ou les coordonnées polaires, puisque dans notre cas, on va considérer que Z, la coordonnée qui sort du tableau, est toujours égale à 0. Et donc, avec ce système, je peux écrire d'abord la vitesse et l'accélération en coordonnées cylindriques. Donc ça, je ressors mon formulaire et je réécris ces longues formules. Ce que je fais après, c'est que je tiens compte des contraintes. Là, on a une contrainte on a deux contraintes, qui sont que Z est égal à 0, donc ce terme va se supprimer, ce terme va aussi se supprimer, et que la grandeur, la distance entre le point d'attache et le point matériel, elle est égale à L et elle est constante. Et vous voyez que lorsque je réécris la vitesse, ça va être simplement L fois la dérivée de cet angle-là. Et si j'écris l'accélération, là il y a une toute petite faute, il y a deux termes qui vont rester. Ce sera moins L fois phi point carré, rho, plus L phi point fois phi. D'accord ? Et donc, ce qu'on fait à partir de là, c'est qu'on regarde les forces qui agissent sur notre système. Il y en a deux. Il y a la force de pesanteur, la force de contrainte. On les projette le long des axes et on écrit l'équation de Newton en composantes. Vous voyez que selon ρ, eh bien, j'aurai d'une part un moins t, j'aurai la composante du poids qui est parallèle au vecteur euro, qui est mg fois cosinus de phi. Vous voyez que cet angle phi, on le retrouve ici. Et donc, lorsque je projette mg sur ce vecteur, je vais trouver mg fois cosinus phi. Et lorsque je vais projeter le long de e phi, eh bien, la contrainte va disparaître, c'est ça qui fait que c'est intéressant. Et vous voyez qu'il me restera uniquement un moins mg sinus phi que je vais identifier à la composante en phi de l'accélération, le tout multiplié évidemment par m parce qu'on écrit l'équation de Newton. Et donc, vous voyez que cette équation-là, dans laquelle on n'a pas la contrainte qui apparaît, on peut l'écrire L fois la dérivée seconde de phi est égale à moins g fois sinus phi. Ça, c'est valable pour n'importe quel angle. Ça peut être un angle qui est petit, un angle qui est grand. Et donc, en principe, pour trouver phi en fonction du temps, il faudrait intégrer cette équation et tenir compte des conditions initiales. Alors on a une autre manière de faire qui est celle que je vous propose maintenant. Ce qu'on va faire, c'est regarder quelle est l'énergie mécanique de notre système. D'abord, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a un système dans lequel l'énergie mécanique est conservée? Et la réponse, elle est oui. Mais pourquoi est-ce qu'elle est oui? Parce que vous voyez que j'ai ici une force de traction. Je ne peux pas dire qu'elle dérive d'un potentiel, cette force. Celle-ci, la force de pesanteur, je sais qu'elle dérive d'un potentiel, c'est le potentiel gravifique, et donc je sais qu'elle est conservative, mais celle-là, j'ai fort à parier qu'elle ne le soit pas. Je sais qu'elle ne l'est pas. Et donc, comment ça se fait que l'énergie mécanique est conservée? Eh bien, c'est exactement le même argument que celui que je viens de vous dire. On voit que la force de
qui est exercée par le fil sur la bille, elle est perpendiculaire à la vitesse de la bille. Pourquoi? Parce que la bille elle a uniquement une vitesse le long de l'axe phi. Vous voyez que la vitesse ici elle a uniquement une composante là. Et donc la force de traction, la force de soutien, elle est perpendiculaire. Et comme elle est perpendiculaire à la vitesse, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la puissance développée par cette force est égale à 0 et par conséquent que le travail de cette force est égal à 0. Et donc le travail des forces non conservatives, il est égal à 0. Donc comme le travail des forces non conservatives est égal à 0, j'en tire que l'énergie mécanique est une constante. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est exprimer l'énergie mécanique. Je dois d'abord écrire l'énergie cinétique. Et on vient de voir que la vitesse, elle est le long de phi et qu'elle vaut L phi point. Donc la vitesse au carré, ça va valoir L phi point carré. Pour trouver l'énergie cinétique, je multiplie ça par m sur 2. Et vous voyez que pour l'énergie potentielle, ce que je fais, c'est que je définis que l'énergie potentielle sera égale à 0 au point d'attache. Et donc la variation en z de l'énergie potentielle, vous voyez qu'à cette position, on a ici, donc on a m fois g fois L cos θ. Et évidemment, on a moins d'énergie potentielle puisqu'on est plus bas que la position de référence. C'est pour ça que j'écris que l'énergie potentielle, c'est moins Lg cos θ. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'écris l'énergie mécanique en sommant les deux. Ça va donc me donner une demi L phi point carré moins mgl cos θ. Ça doit être une constante. Et si c'est une constante, vous voyez que je peux dériver cette fonction donc, par rapport au temps. D'accord? Parce que si l'énergie mécanique est constante, on peut donc écrire que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps doit être égale à 0. C'est ce que je fais à la ligne suivante. Et donc vous voyez qu'en dérivant ce point, je vais obtenir un ml phi point fois la dérivée de phi par rapport au temps. Donc ce sera un phi point point. Dériver ce terme par rapport au temps, ça va me donner un plus mgl sinus phi, mais comme on a une fonction phi qui dépend du temps, ben je vais encore multiplier par phi point. Et vous voyez que dans cette équation, je peux supprimer le phi point, puisqu'on le retrouve des deux côtés. Donc ce phi point, il se simplifie. Et vous voyez qu'on retrouve une équation qui est exactement l'équation du mouvement qu'on a déterminé par la méthode de Newton. Et donc les deux méthodes, heureusement, nous donnent exactement le même résultat. Et donc vous, lorsque vous serez amené à résoudre des problèmes, si je vous donne aucune indication, vous pourrez vous dire, voilà, si j'essaie par la méthode de Newton, c'est un peu compliqué, je vais essayer par la méthode de l'énergie et peut-être que ça marchera mieux. Des fois, je vais peut-être même vous dire, résolvez ce problème à l'aide des deux méthodes. Donc il va falloir faire bien attention à la donnée des problèmes. Voilà. Il y avait encore un... Ouais, je vais quand même dire un mot dessus. Vous voyez que l'énergie mécanique que nous avons écrite, cette énergie mécanique, elle dépend de deux grandeurs. Là, je peux réécrire ça comme une énergie mécanique qui dépend de la grandeur phi à travers le cos phi, et puis de la grandeur phi point. Et donc ce que je peux faire maintenant, c'est représenter cette fonction, donc l'énergie mécanique, en fonction des deux grandeurs, en fonction de phi, et puis en fonction de phi point. Vous voyez que cette fonction, je la connais, et donc cette fonction, c'est celle-là, je peux donc la représenter, je peux représenter des courbes de niveau. Les courbes de niveau, c'est quoi? C'est ces courbes telles que l'énergie mécanique sera constante. Et donc, si je le fais à la page suivante,
Vous pouvez essayer de faire ça chez vous. Ce que j'ai fait, c'est que je vais représenter ici l'énergie mécanique. Donc cette fonction dont on a des contours, c'est rien d'autre que l'énergie mécanique en fonction de phi et de phi point. Et j'ai représenté des contours tels que cette grandeur est constante. Ce que je sais maintenant, c'est que en fonction du point auquel je me trouve à l'instant t égale 0, vous voyez que je vais avoir une certaine valeur de phi et une certaine valeur de phi point. Eh bien, je serai quelque part sur ce graphique. Mais ce que je sais aussi, c'est que la courbe de niveau sur laquelle je me trouve, eh bien, je vais rester dessus pendant l'évolution. Et si à l'instant t0, je me trouve par exemple à ce point-là, ça ce seraient les coordonnées phi et phi point à l'instant t0, eh bien je sais que le système va évoluer de cette manière. Et vous voyez que la courbe de niveau que j'ai choisie, c'est une courbe telle que aussi bien l'angle phi que la vitesse sont limités. Et donc ici on a un mouvement oscillant, ce serait un mouvement qui serait oscillant comme ceci. Si maintenant je choisis une autre courbe de niveau, si je choisis par exemple une courbe de niveau qui est là, eh bien vous voyez que la courbe sur laquelle on va rester tout au cours de l'évolution, ce sera une courbe qui aura cette forme-là. Et vous voyez que contrairement à ce que nous avions avant, eh bien l'angle phi, il ne va plus varier entre deux positions, qui seraient phi min et phi max, mais l'angle phi, il va varier toujours dans la même direction. À quel cas est-ce que ça correspond ? Ça correspond au cas où le pendule il a assez d'énergie pour faire des tours complets, dans une direction ou dans l'autre. Vous voyez que les points d'équilibre ici, je peux aussi le représenter sur ce graphe. Pourquoi ? Parce que, alors c'est peut-être un petit peu plus difficile à voir, mais ici on a un minimum de l'énergie mécanique. Et ce minimum, je le dessine comme ceci. Et on a un équilibre stable. Pourquoi ? Parce que si je prends une courbe de niveau là autour, eh ben, le système restant toujours sur la même courbe de niveau, le système il va osciller comme ceci autour de sa position d'équilibre. Si je suis à cette position, eh bien, vous voyez que la situation elle est un petit peu différente parce que si je perturbe mon système, alors si je suis exactement à l'équilibre, eh bien, comme on l'a vu, le système ne va pas bouger. Mais dès que je lui applique une toute petite perturbation, le système va se retrouver soit d'un côté, soit de l'autre, et il va soit partir dans cette direction, soit partir dans cette direction. Et donc cette représentation, elle vous permet aussi de voir si on a des points qui sont stables ou qui sont instables. Voilà, j'ai encore deux exemples à vous donner, mais je vais en faire qu'un seul. Je vais uniquement faire l'exemple de la glissière. L'exemple du saut à l'élastique, je vous le laisse faire pour vous. C'est un exemple dans lequel on a deux forces qui sont conservatives, qui sont la force de pesanteur et la force de rappel du ressort. Et donc c'est un cas dans lequel le potentiel il va dépendre de deux grandeurs, il va dépendre donc de la hauteur, mais il va aussi dépendre de la force de rappel exercée par l'élastique, qui va donc comme l'allongement de l'élastique par rapport à sa position d'équilibre, au repos. Ce que je voudrais faire maintenant avec vous pour terminer, c'est cet exemple. Ici, c'est celui de la glissière. Vous voyez que c'est un exemple qui serait rigolo si j'avais la bonne bille. Vous voyez que si je prends cette bille, que je la mets sur cette glissière et que je la lâche depuis une hauteur suffisante, eh bien la bille fait un looping complet. Par contre, si je lâche la bille depuis une hauteur qui est insuffisante, comme ici par exemple, vous voyez que la bille n'arrive pas à faire le tour complet et puis elle quitte la glissière à un certain moment. Donc je refais l'exercice, vous voyez que la bille n'a pas pu faire un tour complet. Et la question que je vous pose maintenant, c'est à quelle hauteur est-ce que je dois lâcher la bille pour m'assurer qu'elle va faire un tour complet ? Et ça, c'est un problème qu'on peut résoudre assez facilement avec le formalisme de
l'énergie. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'abord regarder le problème. Quand on a la bille qui est sur la glissière, elle est simplement accélérée, d'accord? Elle va subir l'accélération, enfin la composante de la pesanteur le long de cette direction. Elle va subir une force exercée par la glissière perpendiculairement à celle-là, une force qui ne travaille pas. Et donc entre ce point-là et celui-là, l'énergie mécanique est conservée. Mais avec le même argument que ce que je vous ai donné aujourd'hui, déjà 2 fois, vous voyez que lorsque la bille elle est dans le looping, eh bien, les forces qu'elle subit, c'est aussi la force de pesanteur comme avant, mais elle subit une force de contrainte exercée par la glissière, une force qui contraint le mouvement à être un mouvement circulaire. Et donc on a une force qui est dirigée vers le centre du cercle, une force qui est perpendiculaire à la trajectoire. Est-ce que cette force travaille? Non, elle ne travaille pas parce que la vitesse, elle est dans cette direction et la contrainte étant perpendiculaire à la vitesse, eh bien la contrainte ne développe pas de puissance, la contrainte ne travaille pas et donc on n'a pas de travail de force non conservative. Et donc l'énergie mécanique est conservée. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va appliquer maintenant. Et donc ce que je fais, c'est que je vais simplement considérer le mouvement dans le looping. Et vous voyez que pour écrire l'équation de Newton, je vais devoir simplement tenir compte de 2 forces, la force de pesanteur et la force de traction, que je vais projeter sur les 2 grandeurs, sur les vecteurs ER et Eθ en utilisant les coordonnées polaires. Là, on est toujours dans une situation où la coordonnée en Z elle est égale à 0. Et vous voyez qu'en projetant, eh bien, l'accélération en coordonnées polaires, l'accélération le long de θ, c'est 2r point θ point plus r θ point point. M fois ça, ce sera la composante en θ de nos forces. La composante en θ, c'est moins mg sinus θ. Et vous voyez maintenant que lorsque j'applique la contrainte qui est que le mouvement en R, la valeur petit r vaut grand R, et elle est constante, donc ce terme il est égal à 0. Il me reste uniquement ce terme qui va être R majuscule θ point point est égal à G sinus θ, parce que là je peux supprimer moins G sinus θ par exemple, parce que je peux supprimer le M. L'équation qui est dans la direction R, elle est plus intéressante. Pourquoi? Parce que donc là, ce que je fais, c'est que je reprends l'accélération en coordonnées polaires et je regarde la composante en R. On aura un R point point qui sera égal à 0 avec notre contrainte. Et j'aurai donc moins M fois R majuscule θ point point est égal à mg fois cosinus de θ. Donc, vous voyez, c'est comme avant, notre angle θ il est ici. Lorsque je projette, j'ai un mg cos θ et la contrainte t elle est le long de moins r. Et donc, vous voyez que j'ai cette équation. Et maintenant, quelle est la condition de détachement? Eh bien la condition de détachement, c'est simplement qu'à un moment donné, cette contrainte ici, elle sera égale à 0. Si la valeur, vous voyez que si la bille, elle est juste au stade où elle quitte la glissière, eh bien à ce moment-là, évidemment que la force exercée par la glissière sur la bille doit être égale à 0 parce qu'elle n'est plus en contact avec. Et donc on va chercher une condition telle que T est égal à 0. Mais d'abord, ce que je vais faire, c'est exprimer l'énergie mécanique de mon système aux 3 points qui nous intéressent, aux points 1, 2 et 3. Vous voyez que lorsque on est tout en haut, eh bien, on a une énergie cinétique qui est nulle. On a une énergie potentielle qui est égale à mg fois h. Donc là aussi, j'ai défini que la référence pour l'énergie potentielle, elle est au niveau du sol. Je l'ai défini ici. Et lorsque on sera au
à ce point-là, eh bien, on aura une situation où on aura une énergie potentielle qui est égale à 0 et une certaine vitesse qu'on appelle V2. Mais vous voyez que la conservation de l'énergie mécanique entre le point 1 et le point 2, elle me permet directement de calculer la vitesse à cet endroit parce que je sais que toute l'énergie potentielle qu'on avait ici, elle était transformée en énergie cinétique à cet endroit. Et donc je peux dire que 1/2 mv2 carré est égal à mgh. C'est pour ça que je vais même pas m'en servir en fait. Et vous voyez que lorsque on sera à ce point-là, eh bien, on aura une situation où on aura une énergie potentielle qui sera égale à 2 mg fois r. Vous voyez que r, c'est cette distance, donc on a au diamètre, ici on est à 2r d'altitude. Et on aura une vitesse qui vaudra une certaine grandeur que j'appelle V3. Alors ce que je peux faire maintenant, c'est voir comment l'énergie mécanique se conserve entre le point 1 et le point 3. J'écris cette équation de conservation et ça me dit directement que 1/2 mv3 carré plus 2 mgr doit être égal à l'énergie mécanique qu'on avait à ce point-là. Donc là, j'ai directement passé le 2 mgr de l'autre côté. Pourquoi? Parce que ça me permet de calculer la vitesse que nous avons à cet endroit. Je la calcule comme 2gh moins 4g fois r. Et donc, vous voyez que ce que je fais après ça, c'est que je réécris l'équation de Newton en ER, mais je vais regarder, comment je pourrais l'écrire juste à cet endroit-là. Donc lorsque θ sera égal à pi, vous voyez que j'ai réécrit l'équation ici. Quand on a θ qui est égal à pi, eh bien on a simplement que cos θ est égal à moins 1, et donc j'aurai que m fois r fois la valeur de θ point, mais évaluée au point pi, donc à cet endroit, sera égal à mg, puisque le cosinus aura disparu, plus la valeur de t mesurée au point pi. Et vous voyez que pour que le système ne décolle pas, il faut que lorsque la situation est la plus défavorable, c'est-à-dire tout en haut de la glissière, il faut que notre force de soutien, la force exercée par la glissière sur la bille, elle existe encore, qu'elle soit positive. Et donc on va simplement exprimer cette condition dans les 2 minutes qui restent. Vous voyez que si je reprends ici, que j'exprime que cette grandeur doit être positive, mais dans le cas limite, elle sera égale à 0. Vous voyez que je peux réécrire donc au cas limite que mr fois θ point carré de pi doit être égal à mg. Et donc, en supprimant le m, je peux dire que r θ point mesuré à cet endroit toujours doit être égal à ag. Et vous voyez que ce θ point là de g, je ne le connais pas, mais je peux le connaître. Pourquoi? Parce que on connaît la vitesse à cet endroit à travers l'équation de conservation qu'on avait vue avant. Et vous voyez que la vitesse en coordonnées polaires, c'est r θ point. Si on a un r qui est constant. Et vous voyez que ce terme-là, je peux directement le remplacer par v carré sur v3 carré. Je peux écrire que v3 carré c'est r carré fois θ point carré. Et vous voyez que si je multiplie ceci par r, eh bien je trouve bien un r carré θ point carré, donc j'ai que v3 au carré c'est g fois r. Et donc je vais remplacer cette grandeur dans l'expression que j'avais pour v3, l'expression que j'ai déterminée juste avant, l'expression qui nous donnait la conservation de l'énergie. Donc cette expression, elle dépend de h. Ce que je cherche, c'est le h. Mais vous voyez que j'arrive finalement à supprimer le V3 et je trouve une équation maintenant dans laquelle j'ai uniquement des h. Je remplace et je trouve que la hauteur doit être égale à 2,5 fois le rayon. Voilà, à tout à l'heure.